Alors revenons justement sur l'enquête. Bonjour Jean Serra. Bonjour. Vous êtes ancien commandant de bord. On va essayer d'y voir un peu plus clair ce matin avec vous. D'abord, cette dernière information. D'après le New York Times, jusqu'ici, il faut le reconnaître, plutôt bien informé dans cette affaire, l'ordinateur de vol a été reprogrammé manuellement avant que l'avion ne change son plan de vol, c'est-à-dire avant qu'il ne fasse son virage vers la gauche. On revoit la carte de cette trajectoire. Est-ce que ça vous semble plausible ? Ah oui, tout à fait, oui. C'est quelque chose qui a été de toute évidence, maintenant avec le recul que nous avons, qui a été mûrement réfléchi, préparé à l'avance. La personne qui était en charge de l'avion connaissait parfaitement le fonctionnement de cet avion. Et donc, effectivement, il reprogramme une route. Du reste... Comment on fait pour programmer une route? C'est rapide? Vous avez deux moyens qui sont juste devant vous, devant le commandant de bord et le copilote, avec des petits boutons. Et puis, vous dites, ben voilà, je veux aller à tel endroit. Ce sont des points géographiques, bien sûr. Mais ensuite, l'avion de lui-même, vous dites à l'avion, au pilote automatique de suivre les données que vous avez insérées dans ce boîtier. Et puis, l'avion va aller vers le point que vous lui avez demandé. Et ce qu'a dit le Premier ministre, c'est qu'effectivement, l'avion n'a pas évolué au hasard. Il est allé sur des points de navigation très précis, jusqu'à ce que l'on perde le contact radar. Alors, qui a pu faire ça ? Écoutez, tout le monde est en train de regarder ses pilotes. Je rappelle quand même un point important. Les deux pilotes n'ont jamais demandé à voler ensemble. C'est très important. Vous savez qu'on peut faire des desiderata pour dire je veux voler tel jour, telle heure avec telle personne. Ils n'ont pas fait de desiderata. Donc déjà, il n'y a pas. Ça m'étonnerait qu'il y ait collusion entre eux. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, une personne toute seule, faire l'ensemble de ce travail, contenir les passagers qui sont derrière, ça me paraît un petit peu complexe. Donc je suis plutôt pour un groupe d'individus. À l'intérieur de l'avion, parmi les passagers ? Parmi les passagers, alors peut-être un des deux membres. Pourquoi vous dites un groupe ? Pourquoi pas une personne ? Parce qu'il faut quand même arriver à contenir les passagers qui sont derrière. Ils sont montés, ils sont redescendus, ils ont viré. Enfin, il y a des choses quand même un petit peu bizarres qui sont passées dans cet avion. D'après vous, l'avion aujourd'hui s'est posé quelque part ou il est au fond de la mer ? Je vais vous sortir une énormité. Tout le monde a vu l'Hudson River, l'avion qui s'est posé. Oui. Tout le monde cherche un terrain. Et si il avait décidé de se poser dans un endroit très calme du point de vue des vagues et tout ce qui s'ensuit, il y a plein d'îles très calmes où il n'y a personne. Et s'il avait décidé d'amérir. Amérir, mais pas, mais volontairement, c'est-à-dire. Volontairement. Mais enfin, un Après, avion. on sort les passagers et l'avion coule. L'avion, il va mettre un bon moment avant de couler. Mais je vous dis franchement, si vous vous préparez à cette éventualité techniquement, je ne dis pas que c'est facile à faire, mais ça ne paraît pas C'est possible. impossible. C'est possible. Tout le monde cherche un terrain. Et si on cherchait plutôt une île ou en tout cas... Voilà. Ouais. Merci en tout cas, Jean Serra. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer donc ces différentes hypothèses et ce mystère qui continue autour de ce Boeing de la Malaysia Airlines.